milliardaire avait secrètement suivi sa femme de ménage noire et ses enfants après sa journée de travail, et ce qu'il découvrit le bouleversa jusqu'aux larmes. Daniel Richardson se tenait derrière le rideau de son bureau privé, observant à travers la vitre blindée Carmen Santos glisser 3 boîtes de conserve et un flacon de médicaments pour enfants dans son sac. C'était la 4e fois en 2 semaines que le système d'inventaire automatisé de son manoir signalait de légers manquements, toujours à la même heure, et toujours liés à sa carte d'accès. À 41 ans, Daniel avait bâti un empire de technologie médicale estimé à 2,3 milliards de dollars. Il n'en serait jamais arrivé là en passant à côté des détails ou en accordant sa confiance sans réserve. Chaque centime était contrôlé, chaque employé surveillé, chaque procédure optimisée pour une efficacité parfaite. Et voilà que la femme qui entretenait sa maison depuis 8 ans, celle qui connaissait chaque pièce, chaque habitude, chaque secret domestique, se mettait à subtiliser des fournitures. Carmen avait 54 ans, 3 enfants adultes que Daniel n'avait jamais pris la peine de rencontrer, et une étrange capacité à rendre impeccable une demeure de 15 pièces, sans qu'il remarque même sa présence. Elle arrivait à 7 heures précises, repartait à 16h30, et pendant 9 heures, elle était presque invisible, hormis les alertes rouges qui s'affichaient sur le panneau de contrôle. À cet instant, Daniel la regarda plier les serviettes avec sa précision habituelle, comme si le contenu de son sac n'était qu'une illusion. Ce qui le troublait le plus n'était pas la valeur des objets. Il s'agissait de fournitures qu'il n'aurait même pas remarqué avoir perdues. Non, ce qui le blessait profondément, c'était la trahison silencieuse, l'abus de confiance, l'idée qu'on profitait de lui alors qu'il la payait déjà très correctement. Lorsque Carmen éteignit les lumières de la cuisine et se dirigea vers la sortie du personnel, Daniel avait déjà attrapé les clés de sa voiture. Pas la Bentley du chauffeur, ni la Tesla pour les réunions, mais une simple Honda Civic grise qu'il conservait pour les urgences et que personne n'aurait associée au PDG de Richardson Global. 20 minutes plus tard, il la suivait à 3 voitures de distance. Elle guidait sa vieille Corolla de 2008 dans des rues de plus en plus étroites et mal éclairées. Daniel n'était jamais venu dans ce quartier, non par préjugé, mais simplement parce qu'il n'avait jamais eu de raison de s'y rendre. Ses bureaux étaient dans le centre financier, sa maison dans la banlieue la plus luxueuse. Entre les deux, rien d'autre que des autoroutes et des zones inexistantes pour lui, hormis sur un GPS. Carmen s'arrêta devant un immeuble des années 70, visiblement laissé à l'abandon. Daniel se gara au bout de la rue et la regarda monter les escaliers extérieurs jusqu'au 2e étage, son sac lourd ballottant sur son épaule. Il patienta 10 minutes avant d'approcher. L'interphone était cassé, et l'immeuble sentait un mélange de friture et de produits ménagers. Depuis la fenêtre du couloir, il aperçut Carmen dans un petit appartement, en train de disposer des assiettes en plastique sur une table pliante. 2 enfants étaient assis à côté d'elle, un garçon d'une 10aine d'années et une petite fille. Ils attendaient patiemment, installés sur des chaises dépareillées. C'est alors que Daniel comprit, elle ne volait pas pour elle-même. Elle nourrissait ses enfants avec des provisions prélevées dans son garde-manger pratiquement inépuisable. Et la manière dont le garçon regardait les boîtes de soupe, comme si elles valaient de l'or, lui noua l'estomac d'une façon qu'il ne connaissait pas. Mais Daniel Richardson n'était pas un homme impulsif. Pendant 8 ans, Carmen avait eu accès à toute sa maison, à des informations personnelles, à des habitudes pouvant valoir des millions entre de mauvaises mains. Si elle prenait de la nourriture, de quoi d'autre pouvait-elle être capable? Et surtout, qu'ignorait-il encore de la vie des personnes qui travaillaient pour lui? Ce soir-là, en rentrant dans sa maison vide, Daniel prit une décision qui allait bouleverser sa vie. Il découvrirait toute la vérité sur Carmen Santos. Pas seulement ce qu'elle avait pris, mais qui elle était réellement lorsqu'elle ne se contentait pas de faire briller ses sols. Ce qu'il ne pouvait imaginer, c'est qu'en cherchant à dévoiler le secret de sa femme de ménage, il tomberait sur une vérité bien plus dérangeante à propos de lui-même. Le lendemain, Daniel arriva au bureau 2 heures avant l'heure habituelle. Pas parce qu'il avait des réunions urgentes, il n'avait presque pas dormi. L'image des 2 enfants, observant des boîtes de soupe comme s'il s'agissait de cadeaux d'anniversaire, s'était incrustée dans son esprit comme un virus persistant. Il ouvrit le dossier de Carmen dans le système des ressources humaines. Pas un seul jour d'absence injustifié. Des évaluations impeccables. Un salaire de 2800 $ par mois. Pour lui, c'était le prix d'un seul dîner dans certains restaurants. Pour elle, c'était visiblement insuffisant pour nourrir correctement sa famille. Il tapa l'adresse qu'il avait vue la veille dans Google Street View. L'immeuble semblait encore plus délabré en plein jour, murs écaillés, escaliers rouillés, fenêtres rafistolées au ruban adhésif. Il consulta les loyers du quartier et faillit avaler de travers son café. Même dans cet endroit abandonné, un 2 pièces coûtait 1400 $ par mois. Calcul mental rapide. Après le loyer, il ne restait à Carmen que 1400 $ pour la nourriture, les transports, les vêtements, les médicaments et tout ce dont 2 enfants pouvaient avoir besoin. Répartis sur 30 jours,
Cela faisait moins de 47 $ par jour pour 3 personnes. Il referma brusquement son ordinateur portable, comme si ce simple geste pouvait chasser les chiffres qui tournaient dans sa tête. Toute la matinée, Daniel fut incapable de se concentrer. Il annula 2 réunions et resta immobile devant la fenêtre de son bureau, observant les passants marcher dans la rue, minuscules et lointains comme des fourmis. Pour la première fois depuis des années, il se demanda combien d'entre eux rentraient chez eux en devant choisir entre payer la facture d'électricité ou acheter de quoi manger. À 13h30, il prit une décision impulsive. Il fit demi-tour, se rendit à son manoir, se gara de l'autre côté de la rue et attendit. Carmen arriva exactement à l'heure pour son service de l'après-midi. Elle travaillait à temps partiel pour lui et devait certainement occuper un autre poste le reste de la journée. Daniel la regarda entrer par la porte réservée au personnel, son sac habituel à l'épaule et un sac à dos scolaire qui n'était manifestement pas le sien. Grâce aux caméras internes, il la suivit à distance et la vit entrer dans la chambre d'amis, une pièce qui n'accueillait jamais personne. Elle en sortit 2 cahiers d'école, les posa sur le lit avec quelques crayons et une petite gomme. Il comprit alors, ses enfants utilisaient sa maison comme lieu d'étude. Pendant qu'elle travaillait, ils faisaient leurs devoirs dans une chambre dont il avait presque oublié l'existence. Depuis des années, 3 personnes menaient une vie parallèle sous son toit, et il ne s'en était jamais rendu compte. Daniel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas vraiment de la culpabilité, mais un malaise profond, la vague impression d'être devenu ce genre de patron dont on raconte des histoires peu flatteuses. Il activa l'interphone interne. « Carmen, pourriez-vous venir dans mon bureau ?» 5 minutes plus tard, elle apparut dans l'encadrement de la porte, les mains encore mouillées de produits ménagers, l'air prudent. « Un problème, Monsieur Richardson ?» Daniel l'examina vraiment pour la première fois depuis qu'elle travaillait pour lui. Elle avait des rides autour des yeux qu'il n'avait jamais remarquées, et ses mains semblaient plus âgées que ses 54 ans. Elle se tenait droite, mais ses épaules trahissaient une fatigue accumulée au fil d'années trop lourdes. « Asseyez-vous » dit-il en désignant la chaise devant son bureau. Carmen hésita. Elle ne s'était jamais assise en sa présence. « Je vous en prie » insista-t-il. Elle s'assit sur le bord de la chaise, comme prête à s'enfuir au moindre signe. « Vos enfants font leurs devoirs ici » dit-il. Ce n'était pas une question. Carmen avala difficilement sa salive. « Ils sont calmes, Monsieur Richardson. Ils ne dérangent personne, je vous le promets. C'est juste que... » Elle s'arrêta avant de terminer. Daniel finit la phrase pour elle. « Qu'il n'y a pas d'endroit tranquille pour étudier dans votre appartement. » Carmen cligna des yeux, surprise qu'il connaisse son lieu de résidence. « C'est un vieil immeuble, murmura-t-elle. Les murs sont fins et il y a toujours du bruit. » Daniel acquiesça lentement. « Et la nourriture que vous emportez ?» Le visage de Carmen perdit toute couleur. Elle croisa les mains sur ses genoux, les yeux baissés. « Je peux vous rembourser. Vous pouvez retenir ça sur mon salaire. »« Je ne vous demande pas un remboursement, » coupa Daniel. « Je veux comprendre. » Elle releva doucement les yeux, déstabilisée par son ton calme. « Pourquoi n'avez-vous pas demandé d'aide ? Une augmentation ? Une avance ? N'importe quoi ?» Carmen laissa échapper un rire bref, sans la moindre joie. « Monsieur Richardson, avec tout le respect que je vous dois, les hommes comme vous n'aiment pas que les femmes comme moi demandent plus que ce qu'on leur donne déjà. J'ai appris il y a longtemps qu'il vaut mieux régler ses problèmes en silence. » Ces mots le frappèrent comme une gifle. Les hommes comme vous, riches, puissants, habitués à ce que le monde s'adapte à eux, considérant les gens comme elles uniquement lorsqu'ils cessent d'être utiles. Un silence pesant s'abattit dans la pièce. Carmen se leva. « Je vais rassembler mes affaires et partir. Vous n'êtes pas obligé de me payer le reste de la semaine. »« Asseyez-vous » dit Daniel d'un ton ferme. « Je n'ai pas terminé. » Elle obéit, mais garda la tête haute, avec une dignité qu'il ne lui avait jamais vraiment vue. « En 8 ans, reprit-il, vous ne m'avez jamais causé le moindre souci. Jamais un retard. Jamais une plainte. Jamais un travail laissé inachevé. Et pendant tout ce temps, vous élevez 2 enfants avec un salaire qui couvre à peine l'essentiel. » Carmen resta silencieuse. Cela m'amène à me demander, combien d'autres personnes travaillent pour moi dans des conditions similaires? Combien d'autres Carmen Santos existent dans mon entreprise, dans mon univers, sans que je m'en sois jamais rendu compte? Il se pencha en avant. Et cela m'amène surtout à me demander, quel genre d'homme cela fait de moi? Carmen le regarda longuement. Un homme ordinaire, Monsieur Richardson. La plupart des gens vivent ainsi, ils ne voient que ce qui touche directement leur propre vie. La différence, c'est que vous avez le pouvoir de changer les choses, si vous le souhaitez. Daniel approuva lentement, quelque chose se clarifiant en lui. Carmen,
dit-il, je vais apporter des changements. À votre salaire, aux politiques de l'entreprise, à la manière dont tout fonctionne ici. Vous n'avez pas besoin de faire preuve de charité envers moi, murmura-t-elle. Ce n'est pas de la charité. C'est une correction. Il marqua une pause. Mais d'abord, j'aimerais comprendre votre situation dans son ensemble. Me permettriez-vous de rencontrer vos enfants? Peut-être de dîner avec vous? Carmen le fixa, stupéfaite, comme s'il venait de parler une langue inconnue. Dîner chez moi? Si vous l'acceptez, répondit-elle finalement. Elle resta silencieuse, si longtemps qu'il crut l'avoir offensée. Puis elle acquiesça. Samedi soir. Mais n'attendez rien de sophistiqué. Quand elle quitta la pièce, Daniel resta immobile, regardant la porte close. Il comprenait qu'il venait de prendre une décision plus importante que toutes celles des dernières années. Ce qui l'effrayait n'était pas ce qu'il découvrirait sur Carmen ou ses enfants, mais ce qu'il allait nécessairement découvrir sur lui-même. Les jours suivants ne firent que confirmer une vérité dérangeante qu'il n'était pas prêt à affronter. Après tant d'années passées à accumuler richesse et pouvoir, il avait peut-être perdu la capacité de voir ceux qui soutenaient son monde depuis l'ombre. Le vendredi suivant, Daniel arriva au bureau avec une détermination qu'il ne s'était pas connue depuis longtemps. La nuit précédente, il avait pris une décision qui allait transformer la vie de Carmen, mais aussi celle de centaines d'autres employés. Il lui fallait des données concrètes. Pas des suppositions motivées par la culpabilité. À 8h pile, il appela Rebecca Torres, directrice des ressources humaines depuis 15 ans. Si quelqu'un connaissait la réalité des employés, c'était elle. Rebecca, j'ai besoin d'un rapport complet. Salaire, coût de la vie, avantages sociaux, situation familiale de tous les employés de soutien, nettoyage, sécurité, maintenance, cuisine. Je veux des faits, pas des rapports aseptisés, déclara Daniel. Rebecca arqua un sourcil. En 15 ans, elle ne l'avait jamais vu s'intéresser de près à la vie personnelle des employés. Un souci particulier? Demanda-t-elle. Faites-le, s'il vous plaît, et discrètement. À 11h, Rebecca revint avec un dossier si épais que Daniel sentit sa gorge se serrer. Sur les 47 employés de soutien, 31 gagnaient moins de 3 000 $ par mois. 15 cumulaient un second emploi. 8 vivaient dans des appartements partagés avec plusieurs familles pour réduire les dépenses. 3 venaient travailler malades car ils n'avaient pas les moyens de perdre une journée de salaire. Rebecca s'assit avec précaution. Daniel, en 15 ans, vous n'avez jamais posé de questions à ce sujet. Pourquoi maintenant? Il referma le dossier et la fixa. Rebecca, saviez-vous que Carmen Santos utilise une chambre de ma maison pour que ses enfants puissent étudier? Et qu'elle emporte de la nourriture, qui finirait à la poubelle, pour les nourrir? Oui, je le savais, répondit-elle sans la moindre hésitation. Et je sais aussi que Louis, le gardien de nuit, dort dans sa voiture la journée parce qu'il partage un logement avec 2 autres familles. Ou encore que Maria, à la cuisine, revend ses propres médicaments contre le diabète pour acheter des fournitures scolaires à sa petite fille. Daniel resta figé, abasourdi. Et tu ne m'en as jamais parlé? Rebecca soupira. Daniel, avec tout le respect que je vous dois, quand avez-vous demandé pour la dernière fois comment allaient des employés qui ne sont pas cadres? Ces gens-là, vous ne les voyez pas. Vous ne les avez jamais vraiment vus. Pas par méchanceté, mais parce que vous vivez dans un monde totalement différent du leur. Ces mots lui frappèrent l'estomac comme un coup de poing. Il se rendit compte qu'il était l'un des entrepreneurs les plus prospères du pays, mais qu'il ignorait tout de ceux qui faisaient fonctionner son quotidien. Organisez une réunion, dit-il d'une voix ferme. Lundi, 16h. Tous les employés de soutien dans la grande salle de conférence. Daniel, cela va les effrayer. Ils vont croire que vous voulez les renvoyer. Alors expliquez-les clairement que ce n'est pas le cas. Et Rebecca, lancez un audit complet de nos dépenses. Je veux savoir précisément combien nous gaspillons en futilité, comparé à ce que nous investissons dans nos employés. Ce samedi-là, Daniel se rendit chez Carmen, le cœur serré comme avant un entretien important. Il avait négocié des contrats de plusieurs millions avec des investisseurs impitoyables, mais l'idée de partager un repas simple avec 2 enfants l'intimidait davantage que n'importe quelle réunion. Carmen ouvrit la porte, vêtue d'un jean et d'un t-shirt ordinaire, loin de l'uniforme qu'il lui connaissait. Ponctuelle, comme toujours, dit-elle avec un demi-sourire. Merci de m'accueillir. L'appartement était impeccablement rangé, mais Daniel voyait désormais les détails autrement. La vieille télévision dont l'image tremblait, le canapé abîmé recouvert de coussins stratégiquement posés, la table pliante servant de meuble principal. Bonjour, monsieur Richardson, lança une petite voix. Daniel se retourna et découvrit un garçon d'une dizaine d'années, maigre mais aux yeux vifs. Tu dois être David. Oui, monsieur. Maman m'a dit que vous êtes le propriétaire de la maison où elle travaille.
C'est exact. Et toi, que veux-tu faire plus tard? Je vais devenir ingénieur, répondit-il avec une assurance éclatante. Comme vous. Daniel sourit. Je suis entrepreneur, pas ingénieur. Pourquoi ingénieur? Pour construire des maisons qui ne s'effondrent pas quand il pleut fort. La nôtre s'est écroulée, dit-il simplement. Le cœur de Daniel se contracta. Quand? Carmen arriva avec un plat chaud. Il y a 2 ans. L'immeuble était vétuste. Une tempête a fait tomber une partie du bâtiment. Nous avons presque tout perdu. Et votre fille? Demanda Daniel, remarquant son absence. Sophia est chez la voisine. Elle fait ses devoirs avec son amie. Elle est timide avec les étrangers. Carmen posa le plat sur la table. Rien de luxueux, comme je vous l'avais dit, du poulet, du riz, des haricots. Pendant le repas, Daniel apprit des choses qui le bouleversèrent. David était premier de sa classe, mais n'avait pas d'ordinateur. Il utilisait ceux de la bibliothèque publique le week-end. Sophia adorait dessiner, mais ne pouvait se permettre que du papier de cahier. Carmen travaillait 6 jours sur 7, cumulant 2 emplois après ses heures chez Daniel. « Pourquoi n'avez-vous jamais demandé d'aide » demanda-t-il, sincèrement troublé. Carmen et son fils échangèrent un regard. « Monsieur Richardson, répondit-elle calmement, les gens comme vous nous voient comme des causes à soutenir, pas comme des personnes. Vous donnez à des associations, vous financez des galas. Mais regarder quelqu'un dans les yeux et lui demander ce dont il a besoin, c'est autre chose. » Il resta silencieux longtemps, digérant ces mots. Après le repas, David montra ses cahiers. Ils étaient remplis de notes propres, de schémas de machines et même d'équations complexes. « Où as-tu appris tout ça ?»« Sur YouTube, répondit-il. Il y a des cours pour tout. Mais quand Internet coupe, je dois attendre. » Quelque chose se cristallisa dans l'esprit de Daniel. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la colère. Comment un système pouvait-il laisser un enfant aussi brillant compter sur une connexion instable, quand lui-même dépensait en un mois plus que la famille de Carmen en une année entière? En quittant l'appartement, il savait exactement ce qu'il ferait lundi. « Carmen, dit-il avant de partir, lundi à 16h, j'organise une réunion à l'entreprise avec tous les employés de soutien. Ce n'est pas un licenciement. C'est l'inverse. C'est le début d'un grand changement. » « Quel genre de changement ?» demanda-t-elle, intriguée. Daniel sourit, un vrai sourire, différent de tout ce qu'elle avait vu de lui. Celui qui aurait dû se produire il y a très longtemps. Dans la voiture, il appela son comptable. « Mike, calcule quelque chose. Si j'augmente les salaires de tous les employés de soutien de 50%, quel serait l'impact sur le budget annuel? Environ 400 000 $ par an. » Daniel faillit rire. 400 000 $, moins que la montre à son poignet. Et pour 100% d'augmentation, aux alentours de 800 000 $. Très bien. Mettez ça en place pour le mois prochain. Et je veux créer un fonds pour l'éducation, des bourses complètes pour les enfants de nos employés. Un budget précis? Daniel repensa à David, à ses cahiers froissés, à ses rêves de maison solide. Pas de plafond. Aucun enfant de mes employés ne renoncera aux études faute d'argent. Quand il raccrocha, il comprit que cette décision changerait non seulement des vies, mais aussi qui il était, lui. Lundi, à 16h, Daniel entra dans la grande salle de conférence. 47 employés de soutien étaient assis sur des chaises qui coûtaient probablement plus cher que leur salaire hebdomadaire. La nervosité était partout. Carmen était au 3e rang. Louis triturait une cravate qu'on lui avait prêtée. Maria observait les murs comme si elle entrait dans un musée. Daniel s'avança sans micro. « Merci à tous d'être là. Je sais que certains d'entre vous se demandent s'ils ont fait quelque chose de mal, ou s'ils vont être renvoyés. » Il marqua une pause. La réponse est non. Rien de tout cela. Un murmure parcourut la pièce. Je suis ici pour vous présenter mes excuses, et pour corriger des erreurs que j'aurais dû corriger il y a longtemps. Daniel alluma le projecteur. La première diapositive affichait un simple tableau, les salaires actuels comparés au coût de la vie dans la région. Cette semaine, j'ai découvert quelque chose de bouleversant, commença Daniel. J'ai appris que 31 d'entre vous touchent moins de 3 000 $ par mois, que 15 doivent cumuler un second emploi, que 8 partagent un logement avec d'autres familles pour pouvoir payer leur loyer, et que 3 viennent travailler même malades parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre une journée de salaire. Un silence lourd tomba aussitôt dans la salle. J'ai aussi découvert que Carmen utilise l'une des pièces de ma maison pour permettre à ses enfants d'étudier, car il n'existe aucun endroit calme dans l'appartement où ils vivent. Que Louis dort dans sa voiture parce qu'il partage une chambre avec 2 autres familles. Et que Maria revend ses propres médicaments pour acheter des fournitures scolaires à sa petite fille. Carmen écarquilla les yeux,
stupéfaite par l'ampleur des informations que Daniel avait réunies. Pendant 8 ans, Carmen a travaillé pour moi avec une précision irréprochable. Jamais un retard, jamais une plainte. Et tout ce temps, elle emportait les restes de nourriture qui allaient être jetés pour nourrir ses enfants, parce que son salaire ne suffisait pas. La voix de Daniel s'affermit, gagnant en conviction. Cela s'arrête aujourd'hui. Pas parce que je suis un homme exceptionnel, mais parce que j'ai réalisé que j'étais un hypocrite. Je prétends développer une technologie qui sauve des vies, alors que ceux qui font tourner mon entreprise peinent à survivre. Il passa à la diapositive suivante. À partir de maintenant, tous les salaires des employés de soutien seront augmentés de 100%. Dès cette semaine, votre rémunération sera doublée. Un souffle incrédule traversa la salle. Plusieurs personnes portèrent les mains à leur visage. Carmen se pencha légèrement en avant, stupéfaite. Deuxièmement, poursuivit-il, nous mettons en place un fonds éducatif complet. Tout enfant, ou petit enfant, d'un employé souhaitant poursuivre des études universitaires recevra une bourse intégrale. Frais de scolarité, livres, logement, tout est couvert. Louis, le gardien de nuit, éclata en sanglots. Troisièmement, vous aurez tous accès à une assurance santé familiale complète, y compris les soins dentaires et psychologiques. Pas de frais supplémentaires, pas de délai, pas d'administratif inutile. Maria, bouleversée, se leva brusquement et quitta la pièce. Daniel hésita, inquiet, mais Rebecca lui fit signe de continuer. Elle savait que Maria pleurait de soulagement dans le couloir. Quatrièmement, nous allons ouvrir une crèche interne. Plus personne ici ne devra choisir entre travailler et s'occuper de ses enfants. Daniel tourna la tête vers Carmen. Carmen, vous dirigerez un nouveau service, le département du bien-être des employés. Votre salaire passera à 8 000 $ par mois et vous aurez un plan de carrière clair. Parce qu'une femme capable d'élever seule 2 enfants brillants avec un revenu aussi faible gère ses ressources mieux que n'importe quel diplômé en gestion que j'ai pu engager. Carmen porta les mains à sa poitrine, submergée. Mais il y a une condition, ajouta Daniel d'un ton grave. J'aimerais que vous m'aidiez à repérer d'autres entreprises, d'autres situations où ce genre d'injustice existe. Nous allons lancer un mouvement, pas seulement une réforme interne. La dernière diapositive apparut, une photo de David montrant ses calculs. Voici David, le fils de Carmen. Il a 10 ans. Il veut devenir ingénieur, construire des maisons qui ne s'effondrent jamais sous la pluie. Il résout déjà des équations que je serais incapable de faire moi-même. Et pourtant, il étudiait dans un cahier froissé parce que sa famille n'avait pas les moyens d'acheter du matériel adéquat. La salle était entièrement figée. Seuls quelques sanglots étouffés se faisaient entendre. David étudiera dans la meilleure université du pays, avec la bourse la plus complète que je puisse lui offrir. Pas par charité, mais comme un investissement dans le genre de personnes dont ce monde a besoin. Et il en sera de même pour vos enfants. Daniel éteignit le projecteur et s'approcha de Carmen. Carmen, acceptez-vous de prendre la tête de ce département ? Acceptez-vous de m'aider à transformer cette entreprise en un lieu où nos enfants seraient fiers de travailler ? Elle se leva lentement, les larmes glissant sur ses joues. Ils se regardèrent un instant, 8 années d'invisibilité effacées en une seconde. J'accepte, dit-elle d'une voix brisée. Mais à une seule condition. Daniel fronça les sourcils, surpris. Que ce ne soit pas une question de pitié ni de charité, mais la reconnaissance que nous méritons tous la dignité, et que vous voyez enfin ce qui a toujours été là. Daniel hocha la tête et lui tendit la main. Marché conclu. Les applaudissements éclatèrent aussitôt et résonnèrent dans tout le bâtiment, attirant l'attention des employés des autres étages. Quand la salle se vida, Carmen resta encore quelques instants. Elle s'approcha pendant que Daniel rangeait ses documents. « Daniel, dit-elle, l'appelant par son prénom pour la première fois. Pourquoi avez-vous fait tout cela ?» Il réfléchit un instant. « Pour la vérité. Parce que je me suis rendu compte que je bâtissais un empire sur l'invisibilité de personnes extraordinaires. Et j'ai compris que je voulais être l'homme qui choisit de voir, pas celui qui choisit d'ignorer. » Carmen sourit, un sourire apaisé comme il n'en avait jamais vu sur son visage. « Vous savez, en 8 ans à votre service, c'est la première fois que j'ai réellement eu l'impression de travailler avec vous. » Ce soir-là, Daniel téléphona à David. « David, c'est monsieur Richardson. Tu m'as dit que tu voulais devenir ingénieur ? » « Oui, monsieur. Alors prépare-toi. Parce que toi et moi, nous allons construire des maisons ensemble. Et elles ne tomberont jamais. » De l'autre côté du fil, Daniel entendit David pousser un cri de joie et appeler sa mère et sa sœur. C'était le son de l'espoir qui devenait réel. Daniel comprit alors qu'il venait de découvrir ce qu'était réellement la réussite. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette décision déclencherait une vague bien plus vaste que son entreprise seule.
une révolution silencieuse qui transformerait la vie de milliers d'employés longtemps restés invisibles. La transformation ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, Richardson Global était devenu un sujet d'étude à Harvard. Daniel avait fait la une de 3 magazines économiques qu'il avait élu PDG de l'année. Pourtant, ce dont il était le plus fier se trouvait simplement posé sur son bureau. Une photo de David, désormais âgé de 11 ans, présentant son projet d'ingénierie lors d'une foire scientifique organisée par la meilleure école privée de la ville. Carmen dirigeait désormais un département composé de 15 personnes, parcourant le pays pour aider d'autres entreprises à instaurer des politiques fondées sur la dignité au travail. Louis, le gardien de nuit, avait pu acheter sa première maison. Maria avait enfin pu financer l'opération de son petit-fils. Le mouvement lancé par Daniel avait poussé plus de 200 entreprises à réviser leur grille salariale. Il recevait chaque semaine des lettres d'employés venus de tout le pays. Merci de nous voir.